Bienvenue dans ce premier module consacré à l'introduction du data mesh. Ensemble, nous allons découvrir comment ce concept décentralisé apporte une réponse aux limites des architectures de données traditionnelles. Prenez le temps de vous poser la question suivante. Comment les données sont-elles actuellement gérées dans votre organisation ou dans celle que vous connaissez? Cette réflexion vous permettra de mieux comprendre les enjeux du data mesh tout au long de cette vidéo. Voici le sommaire de cette vidéo, structuré en deux grandes parties. Dans la première, nous répondrons à une question essentielle. Qu'est-ce que le data mesh? Nous explorerons sa définition, ses origines et pourquoi il est devenu une alternative aux architectures centralisées comme les data warehouse ou les data lake. Nous parlerons également des principaux avantages et défis de ce modèle. Dans la deuxième partie, nous approfondirons les quatre piliers fondamentaux du data mesh. Ces principes incluent la propriété de données, où chaque équipe gère ses propres données, les données en tant que produit, une infrastructure en libre service et enfin une gouvernance fédérée. Ces deux parties vous donneront une vue complète du data mesh, une approche qui va au-delà de la simple technique pour inclure les aspects organisationnels et culturels. Qu'est-ce que le data mesh? Mais avant cela, faisons un petit tour d'histoire sur les architectures data. Tout commence dans les années 1980, avec l'émergence des entrepôts de données ou data warehouse. À cette époque, l'objectif était de centraliser les données provenant de différentes sources de données dans un système unique et structuré, principalement pour des besoins d'analyse et de reporting. Mais cette architecture a marqué un tournant majeur en permettant de mieux comprendre les données historiques. Puis au début des années 2010, nous assistons à l'essor des lacs de données ou data lake. Avec l'explosion des données non structurées comme les fichiers log ou les données UIT, il devenait nécessaire de passer à une architecture capable de stocker des volumes massifs de données, quelle que soit leur forme. Les lacs de données ou data lake ont offert cette flexibilité, mais ils ont aussi créé de nouveaux défis, notamment en matière de gouvernance et de qualité de données. Enfin, vers les années 2018-2019, nous voyons apparaître le concept du data mesh. Cette approche rompt avec la centralisation traditionnelle que nous connaissions déjà. Elle propose de décentraliser la gestion des données en responsabilisant les équipes métiers. Avec le data mesh, les données sont traitées comme des produits réutilisables, gérés localement par des équipes qui les comprennent le mieux. Cela permet de répondre aux défis croissants liés à la diversité et à la complexité des environnements data modernes. Et ceci met en lumière une évolution clé dans la gestion des données, de la centralisation rigide vers une décentralisation agile, adaptée aux besoins des organisations modernes. Et maintenant, revenons à la définition du data mesh. Pour commencer, c'est quoi le data mesh exactement? Alors, il s'agit d'une approche révolutionnaire qui repense complètement à la gestion des données. Contrairement au modèle centralisé que nous venons de voir tout à l'heure, le data warehouse ou le data lake, où une seule équipe, on va dire unique, qui gère les données pour toute l'organisation, le data mesh décentralise cette responsabilité. Chaque domaine métier devient propriétaire de ces données et les traite comme un produit qu'il peut partager avec d'autres. Pourquoi cette approche est-elle importante? On va dire dans un contexte où les organisations gèrent des volumes de données de plus en plus importantes, où les demandes des utilisateurs deviennent complexes, les systèmes centralisés ne suffisent plus. Ils créent souvent des goulots d'étranglement, ralentissant un processus
et limite l'innovation. Le data mesh vient répondre à ces problèmes, permettant aux équipes de mieux répondre aux besoins spécifiques de leur secteur. Cette décentralisation apporte une optimisation de la qualité et de la réactivité des données. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une organisation complexe où une équipe marketing pourrait gérer ses propres données clients, par exemple, tandis qu'une équipe financière gérerait ses indicateurs de performance avec des responsabilités clairement définies et des échanges standardisés. Pardon. Et là, on va parler de l'origine de cette architecture, le data mesh. Alors, il a été introduit en 2019 par Zamak Dehani, une spécialiste en l'ingénierie des données. Son objectif était clair. C'était de répondre aux limitations des architectures traditionnelles des données, telles que les data warehouses et les data lakes, qui peinent à s'adapter à la croissance rapide des données. Ces modèles traditionnels reposent sur une centralisation des données, ce qui les rend peu évolutifs et crée des points de friction pour les équipes métiers. Par exemple, une seule équipe chargée de toutes les données de l'organisation devient rapidement débordée, entraînant des retards dans les analyses et les prises de décision. Le data mesh s'inspire d'approches comme l'architecture orientée service et les microservices, déjà utilisés pour développer des logiciels plus flexibles. Il applique des principes aux données. Il applique ces principes aux données, c'est-à-dire le principe des architectures orientées services. Il les applique aux principes de données, en les traitant comme des produits autonomes et interopérables. Cette flexibilité permet de mieux s'adapter à l'évolution rapide des besoins métiers et technologiques. Comparaison avec les architectures traditionnelles. Commençons par examiner les data warehouses, une architecture traditionnelle les plus utilisées dans la gestion des données. C'est une des architectures traditionnelles qui est le plus utilisée dans la gestion des données. Un data warehouse, qu'est-ce que c'est? C'est un système, on va dire, centralisé qui collecte, transforme et stocke les données dans un entrepôt unique, généralement structuré. Les organisations s'en servent pour créer des rapports et effectuer des analyses stratégiques. Par exemple, une entreprise pourrait regrouper des données de vente, de marketing et de finances pour obtenir une vue consolidée, comme on peut le voir sur ce schéma. Donc, nous voyons un exemple typique d'une architecture centralisée. À gauche, où nous avons les données qui sont collectées depuis différentes sources, des bases de données, des fichiers CSV et autres, des logs, des applications métiers et parfois même des données externes. Toutes ces informations passent par une étape de transformation à travers cette transformation qu'on va appeler ETL ici. Donc, pour dire extraire, transformation, and load pour chargement. Donc, dans l'étape de transformation, les données sont nettoyées, standardisées et réorganisées pour être compatibles avec le modèle du data warehouse. Ce processus garantit que les données sont homogènes et prêtes à être analysées. Enfin, elles sont stockées dans une base centralisée, illustrée ici par l'entrepôt de données au centre. Donc là, le data warehouse. Et à droite, nous voyons les outils de reporting et d'analyse qui accèdent au data warehouse pour produire des tableaux de bord, des rapports financiers ici ou des rapports de vente. Ce modèle est efficace pour des organisations de taille moyenne. Mais là, on peut comprendre que quand l'organisation devient de plus en plus grandiose ou
on a beaucoup plus de data, il montre ses limites dans des environnements beaucoup plus complexes. Donc, où la diversité des sources de données et les besoins métiers deviennent écrasantes. Et là, les avantages des data warehouse sont évidents, comme on vient de le souligner. La centralisation, tout est regroupé au même endroit, facilitant la gestion des données et leur accessibilité. On a aussi on a aussi ce qu'on appelle la fiabilité ou la facilité d'accès aux données, comme on vient de le dire. Donc, les systèmes sont conçus pour garantir des performances constantes et une structure claire pour les utilisateurs finaux. Et cependant aussi, il existe des limitations majeures, raison pour laquelle on est passé plus tard comme on l'a vu dans l'historique, dans les années 2000-2010 au Data Lake. Donc, le goulot d'étranglement, c'est une équipe centrale devient rapidement submergée par les demandes des multiples départements, ce qui ralentit l'accès aux données à la prise de décision. Pardon. Et aussi, c'est un inconvénient pour les organisations décentralisées, parce qu'en fait, il y a cette rigidité. Le modèle n'est pas conçu pour les organisations où les équipes sont autonomes. Donc, par exemple, une équipe marketing pourrait avoir besoin des données en temps réel pour ajuster ses campagnes, mais être bloquée par des processus complexes parce que les données sont centralisées. Et il faut un certain nombre de traitements avant qu'ils peuvent être utilisés. Et c'est ce genre de défi qui a poussé les entreprises à chercher des alternatives. Comme ici ce qu'on va voir, les data lakes.